Effectivement, depuis quelque temps, on entend beaucoup de termes ludiques, jeux pédagogiques, pédagogie active, jeux cadres, serious game, gamification, et c'est utilisé par tout le monde dans les entreprises. Il y a 20 ans, quand j'ai démarré, on me disait, mais est-ce que le jeu en formation, c'est sérieux, monsieur Boquet? Il y a 10 ans, on m'a dit, mais alors, quel jeu vous nous conseillez? Et actuellement, on me demande, très bien, mais pour augmenter l'efficacité, la rentabilité de nos formations, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et on voit bien que ça a évolué, mais quand on parle de jeux pédagogiques, très souvent quand on creuse, pour beaucoup de nos interlocuteurs, c'est Trivial Pursuit, Monopoly, jeux de loi, quiz, etc. Or, le jeu pédagogique, c'est bien plus que ça. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les 10 bonnes pratiques pour booster vos formations en présentiel. Je vais me focaliser sur le présentiel. Par rapport à ça, voici nos différentes actions. Depuis 20 ans, nous créons des formations, nous animons des formations, et quand nous en avons besoin, nous créons nos propres jeux, ou nous utilisons des jeux existants que nous modifions. Et par rapport à ces 20 ans d'expérience et plus, nous en avons retiré un certain nombre de bonnes pratiques. Et ça démarre souvent par « Monsieur Boquet, Monsieur des Ecos Concept, voilà, on voudrait vous voir parce qu'on voudrait faire un jeu ». C'est un très bon début. Mais à partir de ce moment-là, on va se poser une question, parce que l'important, ce n'est pas le jeu, c'est de développer les compétences, d'accompagner les changements, de faire en sorte que ça aide la formation. Et par rapport à ça, nous avons identifié 10 bonnes pratiques. Je vais me focaliser sur les 7 premières, et je verrai les 3 autres un peu plus rapidement, mais je voudrais revenir sur ce que c'est qu'un jeu pédagogique, et je vous invite à aller voir l'étude du GARF qui vient de sortir sur les jeux sérieux. Et un jeu pédagogique, c'est un objectif ludique avec un objectif pédagogique. J'atteins un objectif pédagogique en utilisant un aspect du jeu. Et quand un client nous dit « je voudrais du jeu », la première chose qu'on va lui dire, c'est « ne partez jamais du jeu ». C'est une erreur. Le piège des spécialistes d'un jeu, c'est qu'ils vont vous dire « attendez, moi j'ai un jeu, il est formidable, celui-là il fait tout ». Non, c'est une erreur. Et on apprend au fil des années, par expérience, à dire à nos clients « attendez, on a plein de jeux à notre disposition, on en a des centaines, mais d'abord, dites-moi vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi votre problématique? À quoi vous voulez arriver? Et peut-être que le jeu, ou un jeu, n'est pas forcément à ce moment-là la meilleure solution. Donc on va à chaque fois partir de la problématique, identifier les leviers, construire l'itinéraire, et à un moment donné, se dire, est-ce que le jeu est la meilleure activité? Et si oui, comment l'utiliser? Et à ce moment-là, on va éviter les jeux existants. La tentation des formateurs, c'est de prendre des jeux existants. Alors si c'est le soir, après une formation, pour faire un jeu entre amis, pour s'amuser, pas de problème. Mais un jeu grand public, c'est des jeux compliqués, où les joueurs sont avantagés, la durée est aléatoire, etc., etc. Le deuxième point, une fois qu'on n'est pas parti du jeu, c'est de se dire très bien, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans la formation? Il y a la pédagogie ludique, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Et il faut se méfier, et j'en ai rencontré, du concepteur de jeu qui soit en fait un jeu, soit en fait un apport. Non. La pédagogie ludique marche très très bien quand on dose avec la pédagogie participative, active, expérientielle, en partant toujours du parcours, du programme, du déroulé, pour arriver à l'enjeu, l'objectif et les publics. Parce qu'en fonction des publics, on ne va pas choisir la même activité. Un comité de direction ne jouera pas au même jeu que des opérateurs. Ils joueront, mais pas de la même manière. Donc le deuxième point, c'est bien de se dire, dans mon programme, qu'est-ce que je vais faire à quel moment? Tiens, là, je vais utiliser un jeu parce que ça me permet de démarrer. Et puis après, une activité expérientielle, et puis après, une activité participative, puis un apport, et puis. Donc on ne part pas du jeu, et en plus, on dose. C'est comme dans un repas. Si vous mettez trop d'épices, ça n'a aucun goût. La troisième bonne pratique qu'on va utiliser, c'est d'utiliser la force du présentiel. Les formations à distance se sont développées pour 2 raisons. La première, l'aspect technologique. La deuxième, c'est que beaucoup de nos clients se sont rendus compte que payer fort cher un formateur qui diffuse du contenu en salle, à travers un PowerPoint, autant le faire à distance. Et c'est vrai que si on vient en présentiel pour entendre du contenu, et on l'a vu avant, ça ne sert à rien. On a beaucoup de clients qui maintenant font des apports avant ou après. Ce qui va être important, c'est ce qu'on va vivre ensemble. Alors, dans l'idéal, pour se développer, l'expérience terrain, c'est formidable. Mais beaucoup de participants sont soit tellement impliqués dans l'expérience terrain qu'ils ont du mal à en sortir, soit ils ont appris quelque chose qu'ils ne mettent pas en œuvre. Le jeu pédagogique individuel est un très bon outil avant ou après une formation, comme un serious game ou autre, pour préparer, réactiver quelque chose qui a été vu. Mais on sait bien qu'en formation, on apprend en pratiquant, en regardant les autres, en échangeant. Donc, en présentiel, on va créer les conditions du collectif. On est beaucoup sollicité sur des formations conduite du changement, conduite de projet, efficacité collective.
Mais nos clients ne souhaitent pas qu'on forme les gens à ce sujet. Ils souhaitent que les groupes que l'on a en formation, à l'issue du temps passé, soient plus efficaces pour travailler ensemble, pour réussir les projets. Et après tout, très souvent, ils viennent en formation en ayant déjà la connaissance de ce qu'il faudrait faire. Ce qui est important, c'est la pratique. Donc le jeu va servir à ce moment-là pour, en collectif, échanger, partager, vivre, expérimenter. On va voir quel type de jeu. La quatrième bonne pratique, c'est se focaliser sur l'après-jeu. Un jour, un client nous dit oh, « On a fait un jeu, pendant une journée, on a construit des chaises, puis à la fin, on a débriefé une demi-heure. C'était un peu court. » Oui, l'important, ce n'est pas le jeu, c'est ce qui se passe après. Vous avez de la littérature qui dit « C'est formidable, les jeunes, avec leurs jeux en ligne, leurs jeux vidéo, leur World of Warcraft, oh, ils sont super bons pour travailler en équipe et être des dieux en conduite de projet. » Moi, j'ai joué pendant 30 ans à des jeux de stratégie. Et puis, il y a 10 ans, j'ai appris ce que c'était que la conduite de projet. Et j'ai compris en quoi mes 30 ans de jeux de stratégie m'avaient aidé à devenir un très bon chef de projet une fois que j'avais compris ce que c'était d'être un chef de projet. Donc on va jouer, c'est vrai, mais l'expérience n'apprend rien. On apprend en débriefant. Donc on va vivre, on va sensibiliser, puis après on va dire bah, qu'est-ce qui s'est passé dans le jeu, qu'est-ce que ça a donné, quel rapport avec votre réalité, qu'est-ce que ça veut dire, comment on peut l'utiliser. Parce qu'à la fin d'une formation, si le participant dit on a bien joué, c'est raté. C'est raté. Si par contre il dit grâce au jeu que vous avez mis en œuvre, j'ai compris, j'ai pu pratiquer, ah c'était bien votre façon de faire, ah puis je ne me suis pas ennuyé en plus, et bien là c'est gagné. Mais ce qui est important, c'est qu'à la fin ils repartent en disant je suis plus à l'aise, je sais faire et j'ai compris. Le cinquième point, c'est de choisir parmi plusieurs types de jeux. Vous savez, si on a un marteau, tous les problèmes sont des clous. Le théâtre d'entreprise, c'est très très bien, mais quand vous allez voir un spécialiste du sujet, pour lui, toutes les réponses sont du théâtre d'entreprise. Le quiz, c'est pareil. Le jeu de rôle, c'est pareil. Donc on ne va pas partir d'un jeu, mais des jeux. Et ce n'est pas simplement un lancer de dés. Il ne suffit pas de lancer un dé et de tirer une carte. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc on va plutôt faire appel en se disant quel est l'objectif, et par rapport à ça, être capable d'aller puiser dans des dizaines de modalités ludiques et de choisir la plus adaptée. Et si on regarde les différents types de jeux qui existent, j'en ai choisi 5. Ces 5-là, je vais vous les présenter rapidement avec quelques exemples. Le premier, c'est le jeu prétexte. Le jeu prétexte, il est là, comme son nom l'indique. Le principe de jeu n'a pas d'importance par rapport au sujet. Le jeu, vous voyez en haut à gauche, on peut l'utiliser dans manager dans le changement, on peut l'utiliser dans accompagner une équipe, les bonnes pratiques d'eux. C'est un jeu qui, en équipe, va amener les personnes, à travers des épreuves, des questions, à se poser des questions, essayer de trouver des réponses. Ça va donner du lien par rapport au sujet, mais ça n'a pas d'impact sur le sujet. À droite, vous voyez un jeu qu'on a mis en place pour un changement d'ERP chez un de nos clients. Ce jeu permettait aux personnes d'aborder la situation actuelle, avantages, inconvénients, situation future, avantages, points à mettre en œuvre. Le jeu est un prétexte pour aborder un sujet. Un autre type de jeu, c'est le jeu expérientiel. Alors lui, c'est très différent. On va souvent utiliser des objets, faire des choses à des participants, et vous voyez, les temps sont courts. Je veux sensibiliser un groupe à l'urgent et l'important dans la gestion du temps. Alors je peux leur dire, je peux même leur faire de la matrice d'Eisenhower, formidable. Moralité, ça ne sert à rien, ce n'est pas suffisant. Si par contre, je les mets en petits groupes, je leur donne 5 minutes pour construire quelque chose avec des consignes qui font que, à moins qu'ils ne s'organisent et qu'ils gèrent l'important plutôt que l'urgent, ils ne vont pas réussir. L'important, c'est au bout de 5 minutes de dire, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que vous en retirez? Oui, je sais, c'était trop court, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est urgent? Ah, on arrête de réfléchir, on arrête de parler, on part comme des fous sur ce qu'on a à faire. Très bien. Ben, vous venez de toucher du doigt le concept de l'urgent et de l'important. Et puis on va travailler sur quoi faire et comment faire, voire éventuellement le faire refaire, de façon à ce que les participants voient bien de la progression. On va vivre une expérience, et on peut très bien utiliser en démarrage un jeu prétexte, puis après un jeu expérientiel. Autre type de jeu, le jeu fil rouge. Dans des sujets comme la conduite de projet, l'accompagnement du changement, c'est intéressant de voir une progression, de raconter une histoire. On le voyait juste avant. L'exemple qui est en haut à gauche, c'est une histoire, c'est une ville qui souhaite développer son économie en mettant en place un parc naturel. Et on va voir tout au long des étapes de la vie du projet, qui sont modélisées dans les étapes d'un conduite de projet, ce qui va se passer au début, la phase de cadrage, la phase d'étude, les aléas, et en racontant une histoire et en intégrant des activités variées, ça va permettre aux participants en salle de vivre un projet
Un de nos clients utilise ce jeu-là. Avant la formation, chacun des participants fait 3 modules d'un quart d'heure sur les fondamentaux du projet, puis ils viennent en salle et pendant 2 jours, ils pratiquent la conduite de projet en faisant des passerelles, bien évidemment, en partant du jeu pour aller sur la réalité. Le jeu fil rouge peut être aussi utilisé à travers un jeu prétexte. Ça peut être de dire, voilà, pendant une demi-journée ou une journée, on va gagner des points en répondant à différents types d'épreuves qui vont permettre de donner du lien. Le jeu fil rouge est intéressant parce qu'il permet par moments d'être dans le jeu et à d'autres moments de revenir dans la réalité. Si on a des participants qui ont le même métier, on va plus focaliser sur ce qu'ils vivent. Si on a des personnes qui sont tous d'un métier différent, pour éviter les longues minutes de moi chez moi, ça ne se passe pas comme ça, on va plutôt utiliser des séquences décalées et après dire, mais vous, par rapport à ce que vous vivez, qu'est-ce que vous en retirez? Ce qui est important dans un jeu fil rouge, dans tous les jeux, c'est de doser, de faire des jeux simples et en même temps pas simplistes. On est avec des adultes. Ils ne sont pas là pour jouer. Mais si ce qu'on leur apporte a de la valeur, ils sont prêts à jouer, ce qui est très différent. Autre type de jeu, le jeu de stratégie. Là, on va pratiquer différentes étapes. J'ai repris un exemple de conduite de projet. C'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet très théorique. Beaucoup de participants qu'on a disent « moi, j'ai déjà été formé. On m'a appris un outil, on m'a appris des plannings. Et ça marche chez vous. Oui, le planning est fait, mais on est en retard. » Et donc, à travers l'histoire, on voit bien que souvent, là où tout coince, c'est dans le déploiement. C'est à ce moment-là où on voit tout ce qui était prévu. Et on démarre la formation projet par un jeu qui s'appelle Mission Polaris, que vous voyez en haut à droite, qui permet en 45 minutes en équipe de vivre ce que c'est que le déploiement d'un projet. Et ça permet dès le départ de créer le bang, qui fait qu'au bout de 45 minutes, on a des participants par rapport à ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous en retirez, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et après, on va reprendre des éléments et leur faire vivre. Le jeu stratégie, c'est un jeu où il y a plusieurs tours de jeu, ce qui permet de voir que ce que j'ai fait au tour 2 aura un impact sur le tour 7. Dans la négociation coopérative, par exemple, si on a besoin de faire une situation, on fait un jeu de rôle. Si on fait une négociation de longue durée avec un partenaire, c'est intéressant de voir que si au tour 2, j'ai pris une décision, peut-être qu'au tour 5, ça sera gênant. Vous avez après les jeux individuels. On a créé, nous aussi, des jeux individuels. Un est sur smartphone et l'autre, c'est un jeu physique que les participants reçoivent avant ou après une formation qui s'appelle la puce à l'oreille, et ils grattent le jeu. Donc c'est un jeu physique. Je peux vous assurer, j'ai des participants, ils l'ont acheté il y a des années, et quand je vais les voir, ils me font ah, « votre puce, je l'ai toujours ». Et là où c'est important, c'est qu'il vient compléter les actions en présentiel, avant ou après. Alors, pour conclure, la 7e bonne pratique, très important de tirer les enseignements d'un jeu. L'important à la fin d'un jeu, un jeu expérientiel, on va le faire plus qu'un jeu prétexte. Très bien, vous venez de vivre le jeu, alors, votre ressenti, vous sentez comment là? C'était comment? Ah, c'était bien, ah, j'étais perdu, ah, on s'est planté, etc. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, numéro 2? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on va expliciter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que ça a donné? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Et au tour 3, vous vous rappelez? Très bien. Point 3. Alors, quels enseignements vous en retirez de ce que vous avez vécu? Point 4. Attendez, mais c'est qu'un jeu. Hein. C'est une simplification de votre réalité. En plus, Polaris, Colacity, ce n'est pas votre univers, mais vous, par rapport à votre univers. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce qu'il y aurait en plus? Point 5. Très bien. Alors maintenant, projetons-nous sur votre situation. Qu'est-ce que ça donne? Point 6. OK, bah, entraînons-nous, faisons un jeu de rôle, faisons une mini-situation. Et ce qui va être important, c'est dans le programme, que le temps de jeu soit plus court que le temps de transfert. Sur une journée, peut-être de jouer une demi-heure, 1 heure. Mais 5 minutes, 10 minutes à un moment donné, après la pause de déjeuner, etc. Et enfin, dernier point, la 8e bonne pratique, privilégier l'alternance. Hein, des jeux rapides, des jeux longs, des jeux différents, des jeux collectifs, individuels. Quand on présente un jeu, on ne démarre pas avec des adultes en disant « ouais, génial, on va jouer ». Non, non. On démarre en disant, voilà, on va travailler ensemble sur, et je vous propose de le faire en équipe, et pour que ça soit efficace et sympathique, on va le faire à travers un jeu. Le 10e point, c'est qu'on va adapter son jeu en fonction de l'animateur. Un formateur expérimenté, on ne fera pas la même chose qu'un manager relais. Et enfin, le 11e point, si vous voulez bénéficier de nos 22 ans d'expérience dans la création de jeux, eh ben, contactez-nous. Ça, c'est une super bonne pratique. Merci. Merci beaucoup, Jérôme. On va vous applaudir.